C'est drôle, on croit. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prud'hommont et cette semaine, j'échange avec Romain Hostal. Romain Hostal est un ancien de Shanghai. Il a passé plus d'une dizaine d'années, vous allez le voir, en Chine. Il va nous raconter un petit peu son aventure. Il a fait beaucoup de choses. Il a été... alors lui, il se définit plus comme freelancer plutôt qu'entrepreneur. Et l'entrepreneuriat, finalement, est venu dans la gestion de son activité de freelancing. Mais c'est vrai que ça mériterait quelques débats. Il nous raconte son parcours en Chine, comment il est passé d'indépendant avec un background assez terrain, etc., aujourd'hui à quelqu'un qui travaille dans le design, qui travaille dans les projets d'événementiel liés au digital. Et il a une très grosse, aujourd'hui une très grosse expertise dans le digital. Il a aussi également décidé de quitter Shanghai il y a à peu près 3 ans maintenant pour aller s'installer à Dubaï. L'une des raisons, bien sûr, c'est parce qu'il a une grosse partie de sa famille qui est basée là-bas. Et de deux, c'est que Dubaï 2020 approche à grands pas. L'exposition universelle de Dubaï est là, on en parle déjà. Et on a commencé à échanger et se rendre compte que finalement la grosse énergie qu'il pouvait y avoir à Shanghai en 2009-2010 pour l'exposition universelle, on commence à la retrouver à Dubaï en 2019-2020 et il nous explique un petit peu comment ça se passe, les coordinations qu'il pourrait y avoir avec le gouvernement local, mais aussi bien sûr les différences. Alors forcément, quand on a passé autant de temps en Chine, quand on a vu apparaître WeChat, Alipay, tous ces monstres qui n'existaient pas quand on est arrivé en Chine et qui aujourd'hui ont pris tellement de place dans notre day-to-day, comment on sort de ça. Et il nous explique finalement comment se passent les choses à Dubaï, ce qu'il y a et ce qui a été créé, et comment on fait du business sur place. C'est une excellente conversation, ça change un petit peu, on sent le soleil dans cette conversation, si je peux dire. En tout cas, moi je passe un excellent moment avec Romain. Je vous laisse prendre connaissance de cet entretien et je vous retrouve à la fin pour un petit mot. Bonjour Romain. Bonjour Grégory. Bienvenue sur Backstage. Alors aujourd'hui, on fait dans la distance puisque moi je suis basé à Shanghai et tu es basé en ce moment en France, mais d'habitude tu vis à Dubaï, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. D'accord. Je suis à Lyon, dans ma ville natale, pour quelques jours. Alors Romain, en fait il y a plein de gens qui vont écouter cet épisode, ils connaissent Romain Hostal, mais il a passé tellement d'années en Chine, il a fait plein de choses. Comment tu as démarré en Chine? Alors déjà, on va peut-être commencer par autre chose. Ça fait combien de temps que tu es parti de Chine, juste pour qu'on se mette les calendriers à jour? Écoute, ça va faire 3 ans là. Ça va faire déjà 3 ans que Ça tu es fait à peu parti? près 3 ans. Ouais, déjà, tout à fait. D'accord. Je suis parti en 2016. Ok. Et alors, si on revient un petit peu à la base, t'es arrivé quand en Chine? Et c'était pour quoi faire au début? Donc moi, je suis arrivé en Chine le 31 mai 2004, pour être exact. Mhm. Et j'y suis arrivé pour faire un stage dans une entreprise taïwanaise, un stage en marketing. Et ce stage, tu l'avais trouvé via ton école ou c'est toi qui avais cherché? On t'a Pas donné du comment? tout, non, via le réseau familial, car mes parents avaient une société à l'époque de communication et de marketing, euh, basée sur 2 secteurs bien distincts, l'Asie et le Moyen-Orient. Ok. Du coup, Voilà, il y donc a pas mal de choses qui vont s'expliquer par la suite. Ouais, exactement, c'est un peu le teaser de l'interview. D'accord. Ça s'est passé comment ton stage quand tu es arrivé en Chine? Tu savais déjà à quoi enfin, donc du coup, pour l'entreprise taïwanaise, tu savais un peu à quoi t'attendre? L'Asie, tu connaissais ou vraiment c'était un choc? Comment ça s'est passé au début? Alors écoute, en fait, pas du tout. J'étais dans une période en France où j'avais envie de bouger, j'avais envie de faire autre chose. J'avais donc sollicité mon père à l'époque, qui voyageait tous les mois en Asie, dans plusieurs pays, et lui demander si je pouvais avoir une petite expérience, passer un petit peu de temps. Lui aussi m'avait un peu poussé de son côté. Ouais, Et moi, je visais le Japon en fait à l'époque. d'accord. Puisque quand on a 22 ans, le Japon a tout un côté Ouais. un peu incroyable, Surtout à notre époque, hein. C'était vraiment surtout à notre époque, voilà. dans les Les années mangas, 90. les Japonais, le pays Exact. du soleil levant, etc.
Et j'ai fini il a fini par me trouver un stage chez un ami de longue date à lui à Shanghai. Voilà. Ok, d'accord. Donc ça s'est fait par opportunité d'une manière très 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 simple. D'accord. Et globalement, la Chine, du coup, tout de suite, est-ce que ça a été l'amour fou et tu t'es dit, bah, mince, je vais rester, ça va être génial ou alors ça a mis un petit peu de temps? Comment ça s'est passé? Écoute, je sais pas trop en fait. Je peux pas trop répondre à cette question parce que je me suis jamais vraiment posé la question. Je suis arrivé, ça s'est passé très vite. J'ai tout de suite été immergé dans cette entreprise taïwanaise. Je vivais avec la famille. Ah Je oui. déjeunais, je dînais avec mon patron, ses filles, sa femme. J'étais vraiment pendant 6 mois. J'ai passé 6 mois avec eux. D'accord. Même pour te dire, j'étais à Wusonglu à Shanghai et j'ai vu le Bund peut-être 8 mois après. Ah oui, d'accord. Alors, Wu Songlu, Voilà, pour c'est ceux pour te qui donner un petit exemple. connaissent, Voilà. alors Donc, c'est beaucoup plus dans les terres, on va dire, et c'est un peu, alors surtout au début des années 2000, comme ça, Wu Songlu, tu mettais 1 heure pour venir en centre-ville quasiment. Euh, pratiquement. le trafic n'était pas le même, les routes n'étaient pas faites pareil. Wu Songlu, c'est le quartier, pour simplifier, De on va dire, c'est Gubei. le quartier coréen, quoi. C'est quartier, c'est ça, coréen-taïwanais, oui, c'est ça. Ouais. C'est au tout début de Gubei, D'accord. du quartier de Gubei. Et donc, il t'a fallu 8 mois avant de voir le Bund. Et t'es resté combien de temps en stage, du coup? J'ai fait 2 fois 6 mois. 6 mois renouvelés, ouais. D'accord. Et alors, à quel moment tu t'es dit que tu allais rester en Chine? Tu vois, tu as fait tes 2 fois 6 mois. Tu vois, on parlait de 2004, là où tu es resté jusqu'en 2017. Hein, 2016-2017, tu es resté en Chine. C'est ça. Euh, Qu'est-ce qui a fait après ton stage que tu t'es dit, tiens, je vais revenir? Est-ce que c'est d'opportunité en opportunité, du coup? C'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est d'opportunité en opportunité. J'étais pas un amoureux de la Chine, comme certains peuvent l'être dès le départ. Ouais. Euh, la Chine a vraiment grandi en moi au fur et à mesure. Mhm. Et ensuite, pas envie de rentrer en France, pas juste envie d'explorer un peu plus en fait, D'accord. et de rencontre en rencontre. J'ai passé pas mal d'interviews à cette époque pour changer de job. Parce que j'étais très mal payé. et, et puis voilà, ça s'est fait. Et donc j'ai enchaîné sur un second job où j'ai travaillé pour une boîte française qui était Mhm. spécialisée dans la fabrication de sous-vêtements féminins, Mhm. euh, où où j'ai mis à profit mon expérience marketing Ok. et où j'avais profité aussi pour explorer toute la partie production textile. Donc là, j'ai vraiment pu aller dans les usines. Et D'accord. ça, j'ai vraiment adoré. Et c'est vraiment ce qui m'a fait accrocher et ce qui m'a donné envie de passer plus de temps par la suite. Ouais. Alors ça, c'est marrant parce que tu vois, c'est un côté de ton expérience que je ne connaissais pas. Moi, je te connais, et la plupart des gens, je pense, te connaissent pour ce côté très digital et très, très innovant, en fait, dans l'approche. Et donc, du coup, d'avoir un Mhm. côté très textile, usine, fabrication, c'est quelque chose que je savais pas du tout. Et alors, à quel moment est-ce que tout ça s'est digitalisé, en fait? À quel moment tu as commencé à avoir des expériences qui t'ont permis de toucher un peu plus au web? Alors, je sais que tu avais eu un premier projet où tu avais commencé à créer un site internet, tu avais fait des forums, etc. C'est comme ça que tu as touché au web ou comment tu es arrivé là-dedans alors? Pas, pas totalement. En fait, j'ai touché au web et au digital quand il a commencé à se démocratiser. Donc moi, quand je suis arrivé en Chine, pour donner une petite idée, mon téléphone, c'était un 3210. Le fameux Et, Nokia avec la salle. et voilà. Et donc, j'ai connu l'arrivée des smartphones, notamment en Ouais, Asie. J'ai commencé à m'y mettre. Et ensuite, mon expertise, mon expérience marketing et branding a naturellement et automatiquement shifté vers le digital, puisque c'est comme ça d'accord. que ça s'est fait. Ça s'est fait d'une manière vraiment naturelle. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire une formation, Oui, le voilà. digital c'est en train de prendre, je vais… Non, pas du tout. Ça s'est fait vraiment d'une manière complètement naturelle et Mhm. autodidacte. Alors justement, à un moment, tu as même lancé une agence qui était dédiée sur ces modes-là, on est d'accord? Alors, j'ai Euh, pas lancé une agence, j'ai rejoint une agence existante, en fait, ok. un collectif. C'est des copains qui avaient un collectif de création. Mhm. Il y avait plusieurs expertises qui étaient regroupées dans ce collectif qui s'appelait Blank. Mhm. Euh,
s'appelle toujours d'ailleurs. Le collectif continue, il a un peu changé de forme. Et donc, il y avait un photographe, un designer produit, un spécialiste dans le graphic design et moi qui étais un peu plus dans le marketing et la com. Donc, on était on se complétait tous, hein. On faisait des projets transversaux entre nous. Et puis, on a commencé comme ça. Moi, c'est vraiment là où j'ai commencé ma carrière de freelanceur, qui n'était pas forcément évidente au début, parce que la Chine n'était pas vraiment encore prête à accueillir nos expériences et nos skills, tout simplement. Ils n'étaient pas encore éduqués à toutes ces problématiques de marketing et de branding. Mais écoute, voilà, on a démarré comme ça. Tout à fait. Et alors, quand on dit freelancer, ça veut dire que bien que vous ayez des compétences qui étaient complémentaires les uns aux autres, freelancer, ça veut dire que toi, sur ta partie, tu étais tout seul ou tu avais monté une équipe ou comment tu avais géré ça? Alors non, j'étais tout seul et je m'entourais d'autres freelances qui avaient des compétences complémentaires pour mener à bien nos projets. Je pense qu'aujourd'hui, ouais, ça ne sert à rien de savoir tout faire. Il vaut mieux s'entourer des meilleurs ou des gens qui savent faire des choses qu'on ne sait pas faire. Alors aujourd'hui, ça c'est évident, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde parle aujourd'hui justement d'une expertise très précise. D'ailleurs, le freelancing explose depuis 2 ans maintenant, on va dire. Là, on parle de ça. Toi, tu étais en 2010-2012 quand tu étais sur Blank. À l'époque, en plus, je pense, tu vois, en 2010, je pense que l'effet de collaboration entre experts comme ça avait du sens entre étrangers à l'époque en Chine. Ça, c'est un peu plus compliqué par la suite, je pense, parce qu'en fait, on a plus travaillé par agence. Mais là, en mode freelancing comme ça, en mode un petit peu indépendant, et du coup, vous co-pitchez des projets ensemble, c'est ça? C'est ça, tout à fait, exactement. C'est ça. Okay. Il y a un projet qui rentre par un contact, par un biais, et il est traité ensuite par les personnes qui savent faire. Et après, il y a tout un système, il a fallu monter même tout un système un peu financier entre chacun de nous, parce qu'il y a… et forcément. Après, à l'époque, en Chine, c'était beaucoup plus simple de facturer, de monter une boîte. Il n'y avait pas toutes les contraintes qu'il peut y avoir aujourd'hui qu'on connaît. Ouais. C'était beaucoup plus flexible pour tout le monde. Maintenant, ça a évolué, c'est plus pareil. Qu'est-ce qu'on retire de cette aventure-là, donc une aventure entrepreneuriale? Tu es en solo, mais tu as quand même des experts autour de toi, tu as des gens qui collaborent sur d'autres parties, mais tu es quand même en solo. Tu en retires quelque chose d'assez positif, tu as aimé cette période-là, ça a été difficile. Comment tu l'as vécu globalement? Ça a été difficile pour tout le monde. C'est difficile parce qu'être freelance, on ne sait pas forcément ce que demain sera fait. Ouais. En tout cas, le temps de faire la culbute et le temps que le serpent se morde la queue. Donc, c'est un peu compliqué à mettre en place, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément non plus la sagesse de savoir créer son réseau, maintenir son réseau. Quand on est créatif, on n'est pas forcément bon là-dedans. C'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Après, c'est complètement positif, hein. Ça m'a permis notamment ça nous a permis, je pense même, de nous diversifier tous, puisque le fait de travailler à plusieurs, donc le fait de comprendre le même sujet, mais de ne pas l'approcher de la même manière, ça permet au final d'apprendre énormément de choses sur la façon de travailler. On se donnait beaucoup de conseils, on avait tous des formations différentes. Il y en a qui ont fait des écoles de commerce, il y en a qui avaient fait des écoles de design, il y en a qui avaient fait des écoles de photographie. Donc vraiment ce melting pot de connaissances, à mon sens, en tout cas, m'a vraiment, je retire vraiment quelque chose de positif, évidemment. Ouais. À aucun moment tu t'es dit que c'est finalement trop compliqué, c'est trop incertain et donc du coup de laisser tomber et de dire bah tiens allez on arrête la Chine, je rentre en France, je passe à autre chose? Non, pas du tout. Non. Ça, c'est venu beaucoup plus tard, pour d'autres raisons. Ouais. En fait, venant moi d'une famille d'entrepreneurs purs et durs, j'ai jamais eu la peur du lendemain ou la pression de ne plus savoir quoi faire, de ne rien avoir, de ne plus travailler, de ne plus. J'ai grandi dans un milieu où les gens rebondissent continuellement et je pense que ça a beaucoup aidé, effectivement. Ouais.
Ça, c'est J'ai sûr jamais que eu de ça, problème de ce c'est sûr, côté-là. c'est Ouais. sûr que ça change tout, ça, en fait. À partir du moment où justement le fait de ne pas avoir peur du lendemain, de ne pas avoir peur de ne pas être salarié, en fait, et de se dire, bah, on va trouver une solution Mhm. dans tous les cas, ou en tout cas, peut-être la solution va venir à nous, parce que c'est aussi un peu comme ça que ça se passe des fois. Tout à Finalement, fait. c'est pas, ça fait moins peur et du coup, on se dit, quelles que soient tes aventures, et tu as eu pas mal de choses qui se sont passées en Chine, hein, on est passé assez vite sur tout un tas d'étapes, et en fait, tu as toujours pu, déjà d'une, progresser dans ta carrière, dans tout ce qui était autour du branding, justement, et du digital, et ça, c'est quelque chose que tu as créé, comme tu le disais, en autodidacte, au fur et à mesure des projets, Complètement. au fur et à mesure des expériences professionnelles, et tu as réussi à progresser là-dessus, et puis aussi à passer d'un projet, d'une boîte à une autre, jusqu'à là où tu en es aujourd'hui. Comment, C'est ça. quand tu as fini avec, parce que Blank, à un moment, ça s'est arrêté, qu'est-ce qui a fait toi? Pas du tout. Non, ça, Non, non, ça a non. toujours continué on the side? Bien sûr, bien sûr. Non, non, en fait, au bout d'un moment, j'avais envie d'utiliser mon expérience dans pour une grosse société. J'avais envie de monter une équipe, j'avais envie d'avoir du budget, j'avais envie de traiter des plus gros budgets clients, j'avais envie de traiter même des plus gros clients, tout simplement. Euh, J'avais envie, en fait, juste de pouvoir exploser dans mon métier. Et c'est là où, en fait, est né un peu le projet de rentrer dans une entreprise, d'être salarié Ok. pour presque une des premières fois de ma vie. Euh, euh, mais avec un projet. Donc, j'avais rencontré pas mal de boîtes. Autour de moi, j'avais beaucoup de gens qui travaillaient pour des grosses sociétés. Enfin, c'est un peu le format expat au final à Shanghai, hein, à l'époque, Mhm. avant que plus en plus de monde devienne freelance ou entrepreneur. Mhm. Et j'ai commencé à rencontrer des boîtes, commencé à rentrer des gens qui faisaient la même chose que moi dans des sociétés, donc dans des agences de pub, de com, d'événementiel, de marketing. Mhm. Et j'ai pu comme ça me créer un projet type, quelque chose que je voulais faire, que j'ai proposé à une société. J'ai fait une seule interview, enfin j'ai fait plusieurs interviews, mais j'ai contacté une seule société et qui m'a pris au bout de quelques mois, après de longues discussions, et on a monté en fait un projet ensemble pour que je puisse le réaliser au sein de l'entreprise, dans l'entreprise. Et donc en étant salarié, avec un bon salaire, un titre, des KPI, enfin Ouais, toute la c'est vrai. structure, Tout ce qui va avec le corporate, en fait. tout ce qui va avec le corporate et qui est aux antipodes au final du freelance. Oui, tout à fait. Mais c'était ambitieux, en fait, comme projet, de se dire, bah voilà, plutôt que de réaliser ce projet tout seul, sans moyens, on va y aller de petits bouts de ficelle. En fait, tu t'es dit, bah, allons le proposer à une agence, à quelque chose de plus gros, qui va pouvoir bénéficier de ce projet-là, hein, et pouvoir mettre sa marque dessus ou son nom dessus, peu importe. Tout à fait. Mais en tout cas, de bénéficier aussi de l'environnement que tout ça va apporter, et toi, de te faire encadrer, du coup, et d'avoir un cadre un peu plus solide, hein, c'est ça? Oui, il y a ça, il y a ça. Et puis il y avait aussi l'envie d'apprendre des choses, l'envie d'avoir peut-être un chef, un boss, quelqu'un qui est vraiment un expert de par son âge, son expérience. Et c'est quelque chose qui m'avait manqué pendant pas mal d'années. Euh, Vraiment aussi l'envie de se faire critiquer, l'envie de se faire un peu tacler même des fois en disant non mais ça c'est pas correct, c'est pas assez, c'est pas à la hauteur de ce qu'on doit proposer. Il faut faire mieux, il faut faire plus. Euh, c'est c'est un peu difficile au bout d'un moment quand on est freelance de s'auto-pousser ou de s'auto-critiquer. Je pense que le regard extérieur est vraiment important, mais le regard extérieur de la hiérarchie est encore plus important, je pense. En tout cas, à une époque, hein, à un moment dans sa vie, il faut qu'un espèce de mentor puisse commenter, critiquer et nous améliorer. Ouais. Comment tu avais eu l'idée de ce montage-là, en fait? On t'avait conseillé ou c'est parce que cette société t'intéressait et tu avais vraiment une bonne idée, tu avais eu l'occasion de rencontrer le dirigeant et du coup, tu lui as proposé un projet et il est né des discussions ou tu étais arrivé avec une idée très très claire du schéma que tu allais leur proposer, en fait? J'avais une idée très claire du schéma que je voulais proposer, en tout cas de ce que je voulais faire, puisque c'était un peu le début de l'expérience client digitale, D'accord. en tout cas en Chine à l'époque.
Là, on est en quelle année à Et peu près? C'est 2011-2012. ok. 2011-2012 à peu près. Et c'est vraiment à ce moment-là où on voyait de plus en plus d'écrans dans les magasins, où on parlait de plus en plus d'engagement client, où les événements devenaient non plus des spectacles de danse, mais interactifs, hein, où on faisait participer l'audience, et ainsi de suite. Et j'ai eu envie de partir là-dedans avec une puissance de feu beaucoup plus importante que si j'étais resté tout seul. D'accord. Ça a Il me été. fallait, voilà, il me fallait des épaules pour faire ça. Ouais. Je pouvais pas, il fallait une équipe, il fallait plein de compétences. J'aurais pu le faire tout seul, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Mhm. J'aurais moins appris du coup sur moi-même aussi et je me serais moins amélioré. Donc pour moi, c'était un passage. Et puis, j'avais jamais travaillé dans un grand groupe, dans une société qui avait 16 filiales dans le monde, un siège en Allemagne, 800 personnes en Chine, divisé en 4 bureaux, 3 usines. Enfin bref, c'était un peu nouveau pour moi. Ouais. C'était un peu challenge. Et tu es content du résultat finalement, du schéma Ah, vraiment, vraiment. Ouais. Non, vraiment, c'est un passage qui a continué de me former sur d'autres aspects, donc notamment sur l'aspect management, qu'on ne connaît pas quand on est freelance au final. Manager des fournisseurs ou des clients, c'est pas la même chose que manager une équipe. Des gens qui dépendent de toi, qui ont besoin d'une direction, qui ont besoin et puis qui viennent aussi vers toi avec tous leurs problèmes. C'est quelque chose que j'avais pas encore connu et que je voulais aussi connaître. Parce que justement, sur ta dernière expérience, et peut-être pour un peu finir avec la partie de Shanghai, sur ta dernière expérience, tu as quand même managé des équipes assez importantes. Tu avais quand même pas mal de monde autour de toi. Ouais, tout à fait, tout à fait. En fait, donc j'avais créé le département du digital expérientiel, comme on l'appelle, dans une grosse société événementielle. Okay. Alors, j'étais pas tout seul. J'avais la chance d'avoir des collègues français, italiens, qui étaient aussi créatifs. Et donc, on avait un peu formé une équipe, une core team, pour traiter les projets ensemble. Et on s'est tous un peu poussés, donc ça permet de toucher à tout. J'ai pas fait que du digital au final, j'ai aussi fait de l'architecture, j'ai aussi fait du design, j'ai aussi fait de la production, de la construction, de l'installation sur site. Enfin, je suis vraiment rentré dans cet univers qu'est l'événementiel, dans lequel je suis toujours aujourd'hui. Mais je l'ai vraiment pas fait tout seul, je veux dire. Enfin, c'est quelque chose voilà, c'était vraiment un travail d'équipe et c'est ce que je cherchais en fait à la base. C'était vraiment de pouvoir joindre une équipe, pouvoir se sentir bon au milieu de ses pairs, de se faire reconnaître, de partager des idées, d'échanger, et sans les problèmes financiers, puisqu'on travaille dans une entreprise pour le même but. D'accord. Et qu'est-ce qui, finalement, sur toutes les expériences que tu as eues en Chine, avec la partie freelance, ton stage avant, et puis cette dernière expérience dans une plus grosse société, qu'est-ce qui a été le plus dur, en fait, si tu te rappelles de ces... donc, du coup, tu as passé 10 ans en Chine, hein, à peu près. 13. 13, oui, pardon. 13 ans en Chine. J'ai oublié mes maths. Qu'est-ce que tu gardes comme le souvenir? Là, maintenant, tu as pris assez de recul, ça fait 3 ans que tu es parti. Quelle a été la période la plus difficile, finalement, dans tout ça? Bonne question. Bonne question parce que j'ai pas la réponse. Qu'est-ce qui est comme période difficile professionnellement? Écoute, je crois pas. Je crois pas que j'ai connu des périodes difficiles, notamment au tout début de mon freelance, de précarité, de pas, on en parlait tout à l'heure, hein, de ne pas savoir de quoi faire le lendemain, et ainsi de suite. Après, je les vois pas comme des périodes difficiles, je les vois comme des passages un peu plus sombres, mais obligatoires, et qui m'ont fait faire d'autres choses au final. Je pense que la période la plus difficile a été au moment où l'administration chinoise a commencé à changer envers les étrangers, quand il a fallu se structurer, quand la flexibilité est un peu retombée au final. Et là, on s'est tous retrouvés, je ne suis pas le seul d'ailleurs, je pense qu'ils pourront aussi en témoigner, mais on s'est tous retrouvés
à ne plus pouvoir être aussi flexible qu'on l'était avant. On a été obligé de se structurer. Et ça, c'était un gros problème. Et je pense que ça a été le passage le plus difficile dans l'expérience en Chine. Parce que ça, c'est un point important. En fait, beaucoup de business étaient montés avec un business model qui était fait aussi grâce à un environnement qui était plutôt facile, flexible d'une certaine époque. On connaît plein de gens qui ont monté des business où ça marche parce que voilà, l'environnement est pas trop contraignant. Depuis que les choses ont un peu changé, on le voit tout à fait, que de toute façon, mais c'est aussi normal. Après, ça bien sûr. Le système, et il fallait passer par là. Et c'était nécessaire. Oui, clairement. Je pense qu'il y a pas mal de personnes, ou même de petites sociétés, de petites agences qui ont dû mal vivre cette période-là. Toi, à partir de Je pense aussi. À partir de quand, justement, tu as commencé à te dire peut-être qu'il va falloir partir de Chine et aller t'installer ailleurs? Est-ce que c'est lié, finalement? Ah, c'est une idée, c'est un projet même. OK. C'était même un projet. Donc, je suis resté 4 ans dans cette société allemande. Et au bout d'un moment, bon, c'était le temps de partir de cette boîte. Je n'avais pas forcément l'envie de recommencer à travailler dans une autre société, chez un concurrent ou un partenaire. Et puis, la réponse est dans la question, en fait. 13 ans en Chine. Donc, au bout d'un moment, c'est pas que j'en ai eu marre, c'est pas que j'en ai eu marre de la Chine, des Chinois ou de l'environnement, de la pollution, tout ça. C'est pas trop ça. C'est juste l'envie d'aller voir autre chose, de faire autre chose. Et donc, j'ai pris la décision de partir en novembre 2015. D'accord. Je me souviens encore l'avoir dit à un très bon ami. Je lui ai dit, dans 1 an, je pars. D'accord. OK. Et je suis parti en novembre 2016. Oui, en effet. Le plan de Dubaï, est-ce qu'il a été clair dès le début? Est-ce que ça s'est fait déjà, comment tu en es arrivé à la conclusion de Dubaï alors? Non, au début, pour moi, je faisais un passage en France. Ouais. J'avais envie de rentrer chez moi, de rentrer à Lyon, de passer quelques temps, quelques mois, quelques années, je ne savais pas trop, pour bien sûr repartir peut-être après. Ouais. Dubaï, moi j'ai une attache un peu particulière, puisqu'une partie de ma famille habite là-bas depuis 15 ans. Okay. Donc quand je suis parti de Chine, je suis resté 3 mois consécutifs à Dubaï. D'accord. Donc auprès de ma mère, auprès de ma sœur, auprès de la famille. Donc vraiment avec aucune idée de business, mais je me laissais plutôt porter. Je découvrais la ville, même si j'étais allé pas mal de fois avant, mais j'essayais un peu de m'imprégner d'une culture qui est vraiment différente, d'un climat qui est complètement différent. J'ai fait juin, juillet, août. 50 degrés à l'ombre. Mais bon, voilà. Pour moi, j'étais en famille, ça me suffisait pour l'instant. C'est ce que j'avais pas encore de projet. Okay. Tu t'en souviens même, on avait même travaillé sur quelques projets. Je continuais à faire du freelance, mais j'avais aucun projet. À ce moment-là, quand tu pars de Chine et justement, tu sais pas où tu vas, l'ambition de se dire, attends, ça avait bien marché les 4 ans auparavant, en se disant, tiens, j'arrive avec un projet, je vais voir une boîte et je lui propose un montage, plutôt que de se retrouver dans une précarité de freelancer comme tu l'avais déjà vécu plusieurs années avant. Tu t'es jamais posé la question de dire, tiens, je me remets en freelance ou je vais retrouver un job dans une boîte? Non ? Non, en fait, quand on travaille dans l'événementiel, dans une grosse société et qui plus est allemande, je peux te dire qu'après 4 ans, tu es fatigué. Quand tu travailles plus de 15 heures par jour pendant 4 ans, les week-ends, que tu n'as pas de soirée, que tu réponds à 500 projets par an, tu arrives à la fin de ton mandat, tu es un peu sur les rotules. Et donc, non, je n'avais pas forcément l'envie de rempiler dans une société similaire. C'était pas du tout l'idée, non. Et alors, quand on est freelancer comme ça, tu vis un peu, t'es à Dubaï, mais tu sais pas combien de temps tu vas rester. Tu es censé que passer, comme tu le disais, tu voulais rentrer en France.
Comment tu as fait pour te recréer une activité? En fait, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé à nouveau à avoir des dossiers, des cases? Tu as continué ton petit networking ou les gens sont venus naturellement taper à ta porte? Ah non, pas du tout. Non, non, parce que quand on change c'est bien le problème quand on change de pays, c'est qu'on repart à zéro côté réseau. Ouais, parce que tu avais tout ton réseau en Euh, Chine, c'était clair, quoi. Bah, bien sûr, oui, oui. Bah, après 13 ans, on commence à avoir un petit carnet d'adresses. Ouais. Donc là, il fallait recommencer à zéro, mais même sur le point de vue professionnel et personnel. Ouais. Il faut se refaire des amis, il faut se refaire des contacts, faut rencontrer des gens, il faut se refaire des soirées networking. Bien sûr. Et puis bon, après, j'avais la famille sur place qui m'a permis de rencontrer mes premiers contacts quand même, qui m'ont un peu introduit sur le marché. Mais non, il a quand même fallu Il a fallu retrousser les repartir. manches pour. Ouais, bien sûr. Ça, C'est le un plus truc. dur. Hein. C'est le Ah plus oui, non, dur. mais c'est clair, hein, c'est sûr. Hein. Moi, tu vois, c'est quelque chose, je Surtout me à dis. 35, surtout à Ouais, 35 ans, quoi. mais voilà, c'est Quand ça, on a c'est 22 comment ans, retrouver l'énergie que tu as eue quand tu avais 22 ans et tu es arrivé en Chine ou 25 ans et tu faisais 4 soirées networking par semaine à aller serrer des mains et boire des cafés avec en veux-tu, en voilà, enfin, qui voulait bien. Et de c'est ça. recommencer à 35 ans et de voir te refaire un nom, ça, c'est la partie compliquée, hein, c'est clair. C'est clair. C'est compliqué. Et puis, je pense que c'est pas le même modèle. Je veux dire, quand on a 22 ans, comme tu as dit très bien, sauf que tu vas pas boire des cafés, tu vas boire des bières. Et tu as beaucoup plus d'énergie, tu as beaucoup plus de temps. Tu rencontres des gens qui ont ton âge au final. Donc à 22 ans, tu rencontres de tout et de rien. À 35 ans, tu peux plus trop faire ça. Il faut un peu plus cibler. Je pense aussi que tu es un peu plus au courant de ton. Enfin, Tu te je connais pense mieux. que c'est même certain. Tu te connais beaucoup mieux. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais là où tu es bon. Tu sais là où tu es mauvais. Tu sais ce que tu peux apporter aux autres. Donc le réseau se fait différemment. Tu vas plus vers des soirées de networking spécialisées ou des conférences ou des choses que j'avais jamais fait à Shanghai à 22 ans. Ouais. Alors c'est vrai qu'à Shanghai, comme on le dit, en fait, c'est assez facile de rencontrer du monde. On a un peu l'impression que c'est ce que tout le monde dit. Le contact est facile. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, des événements, des sociétés. Comment ça se passe à Dubaï? Est-ce qu'il a vraiment fallu que tu te réadaptes et que le mode de business comme ça, after work, il est vraiment différent de ce qui se passe à Shanghai? Il est vraiment différent. Il est vraiment différent pour la seule bonne raison, c'est que je pense que la grosse différence entre le Dubaï d'aujourd'hui et le Shanghai d'aujourd'hui, c'est que Dubaï est encore une terre d'expatriés, mais d'expatriés avec le package expat. Donc des individus qui travaillent pour des grosses entreprises, françaises ou étrangères, avec un package, qui ont des très gros postes, qui sont venus là en famille, la famille a suivi, et ils sont là pour 3 ans, et ils savent que dans 3 ans, ils repartent. Ah, ok. Ça commence à venir aujourd'hui, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais l'écosystème des entrepreneurs est très petit, contrairement à celui en Chine. Déjà, tous les Chinois sont entrepreneurs, mais en plus, je me souviens à Shanghai, on rencontre toujours quelqu'un, n'importe où, qui a une idée un peu folle et puis qui se lance, même si nous, on trouve ça complètement stupide ou un peu attardé. Non, le mec, il va, il se lance, il peut le faire. À Dubaï, les profils qu'on rencontre, c'est pas les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. Finalement, c'était pas ce qu'on avait finalement en 2005, 2006, à cette période-là où nous, on est arrivé un peu en mode entrepreneur, enfin complètement d'ailleurs en mode entrepreneur et on verra bien. Et finalement, on avait un peu l'impression qu'en face de nous, on n'avait que des gens qui débarquaient avec des packages d'expat, qui étaient là pour 3-4 ans et on savait très bien qu'il allait avoir un cycle. Je pense que ça a beaucoup changé avec l'exposition universelle, où dès qu'on est arrivé sur 2008-2010, entre les Jeux Olympiques et l'Expo, après, on a eu comment dire, un peu plus d'ouverture du pays et je pense que ça a un peu facilité et ça a aussi attiré beaucoup de gens qui voulaient profiter de ce grand boom, en fait, je pense. Hein. Oui, tout à fait. Non, et puis je pense que Shanghai, si on parle de Shanghai uniquement, mais est devenue une ville agréable à vivre sous plein d'aspects. Et donc, les gens ne venaient plus par contrainte professionnelle, mais avaient, avant de venir, déjà le projet d'y aller. Alors que Dubaï, jusqu'à il y a très peu de temps, c'était pas ça.
C'était on est envoyé par ces sociétés, mais en tout cas, c'est pas un projet personnel ou familial d'aller habiter à Dubaï, un pays où il fait chaud, un pays musulman, avec une culture complètement différente. Ouais. C'était pas forcément. Aujourd'hui, c'est en train de changer, parce que la ville de Dubaï s'est complètement transformée en ces 15 dernières années, et devient maintenant une ville agréable à vivre. Et on voit des gens débarquer avec, je dirais pas le sac à dos, mais plus les valises, pour entreprendre, pour ouvrir une entreprise, ou même pour chercher un job. D'accord. Alors justement, j'imagine que c'est ces raisons-là qui ont fait que d'un coup, tu t'es dit, bah, tiens, finalement, Dubaï comme base pour y vivre et commencer à travailler, c'est peut-être pas une mauvaise idée. C'est ces éléments-là qui t'ont convaincu? Alors, la famille a également beaucoup joué dans la balance. Mais je dirais que moi, j'étais à un moment où c'était de toute façon, au bout de 6 mois de pause, il faut faire quelque chose. On peut pas rester en vacances toute sa vie. On peut pas bouger à droite, à gauche toute sa vie. Il y a un moment où il faut se relancer dans un projet professionnel. En France, il paraissait très compliqué, très difficile, pour toutes les raisons qu'on peut connaître, hein, ne serait-ce que pour entreprendre. Oui. Alors qu'à Dubaï, il paraissait quand même beaucoup plus simple. Et surtout que Dubaï organise l'Expo universelle en 2020, je vais dire 2010. Et après avoir connu l'exposition universelle à Shanghai, en fait, c'est un peu là où ça a cliqué. J'ai dit, ah non, mais l'Expo universelle à Shanghai, c'était tellement génial pour la ville, sur le point de vue professionnel, pour beaucoup de choses, que j'ai dit, allez, on va essayer de faire quelque chose pour l'Expo. Okay. Et là est né le projet. Alors justement, quel est le projet? Dis-nous tout. On est à... L'exposition universelle de Dubaï démarre dans combien de mois maintenant? Alors dans 1 an et demi à peu près, c'est ça? Démarre en octobre 2020 jusqu'à avril 2021. 6 mois. D'accord. Alors justement, aujourd'hui, comment tu te positionnes et qu'est-ce que vient faire l'Expo dans ton projet? Alors qu'est-ce que tu proposes? Alors l'Expo universelle va en fait me permettre d'appliquer tout ce que j'ai emmagasiné, tout ce que j'ai appris depuis ces 15 dernières années. Il va y avoir un réel besoin sur l'Expo universelle de Dubaï de digital et d'expérience numérique. D'accord. Un vrai besoin. Oui. Dubaï aujourd'hui se vante d'être la ville du futur. Il y a énormément de projets du futur, comme par exemple, ils veulent être sans papier en 2021 dans toutes les administrations et ils vont y arriver. C'est déjà à peu près fait à 60-70%. Ils ont le ministère du futur, ils ont le musée du futur qui va ouvrir bientôt. Il y a beaucoup de choses qui sont automatisées. Il y a un réel engagement du gouvernement d'aller dans cette direction. Donc pour moi, pour les gens qui travaillent dans le numérique, c'est un peu du pain béni. Puisqu'il va falloir, comme ils n'ont pas d'industrie, ils n'ont pas beaucoup de savoir-faire, il va falloir de la main-d'œuvre pour fournir. Alors justement, comme tu dis, localement, est-ce qu'il y a l'offre est grande? Il y a pas grand-chose. Donc en gros, aujourd'hui, c'est un peu la porte ouverte à toutes les agences, les entrepreneurs qui pourraient venir aider là-dessus. Il y a vraiment un truc à faire ou tu vois, on en avait beaucoup parlé. Il y a quand même les questions des relations aussi, c'est très important. Et ça, tu es ceinture noire après avoir passé plus d'une dizaine d'années en Chine en termes de comment tu fais les relations. C'est quand même quelque chose d'important. Ça fonctionne vraiment comme ça? C'est quoi les grosses différences que tu vois justement dans le développement de ton business par rapport à ce que tu as pu voir en Chine et avec Dubaï alors? Les différences sont vraiment dans l'interaction humaine. Ok. C'est pas du tout la même chose. On connaît les Chinois pour être hyper speed, pour être déjà entrepreneur à la base en fait. Tous les Chinois sont entrepreneurs. Hein. Moi, je suis convaincu par ça.
du plus bas de l'échelle jusqu'au plus haut. Les Arabes de cette région ne sont pas comme ça. Ils sont beaucoup plus sages et lents dans les décisions qu'ils prennent. Ils analysent, ils étudient, ils s'entourent des meilleurs parce qu'ils ont les moyens. Ouais. Ils font des audits dans tous les sens, ils cherchent vraiment à avoir le meilleur dès le départ. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas essayer par quelque chose de petit et ensuite le faire grossir. Ils vont tout de suite faire quelque chose d'énorme et ensuite l'analyser et le modifier ou complètement l'oublier dans certains cas. Ce qui fait que quand on est entrepreneur, c'est pas mal. Parce que si on a une vraie expertise, une vraie valeur ajoutée, on peut tout de suite travailler sur un énorme projet. D'accord. Qui en Chine ou en France n'aurait pas forcément été possible si on n'a pas le nom derrière. Moi, Romain Hostal, aujourd'hui, à Dubaï, ça veut pas dire grand-chose. En revanche, mon expérience, mon portfolio, les sociétés pour qui j'ai travaillé avant, les marques, les clients, les fournisseurs, tout ça, ça a du poids. Et ça me permet de percer et ça me permet d'être crédible. D'accord. Il y a besoin d'avoir beaucoup de crédibilité à Dubaï. Et alors, comment se passe le projet pour Dubaï, si on revient à ça aujourd'hui avec tu as été mandaté par qui? Est-ce que c'est l'exposition universelle qui vient vous prendre des projets? Est-ce que c'est des sociétés qui travaillent sur l'expo qui viennent vous prendre des projets? Ou alors c'est vous qui proposez des projets? Comment ça se passe? Oui, alors comme tout projet pharaonique, c'est en retard. Donc, c'est en retard et je pense que non, le bureau de l'Expo universelle, il y a un énorme turnover. Les gens ne sont pas vraiment organisés. Donc, nous, on s'est dit qu'on allait plutôt aller à la chasse. On ne va pas attendre. On ne va pas attendre que ça tombe tout cru. On ne va pas attendre les appels d'offres. On va déjà commencer à se constituer un réseau. Donc, se rapprocher des autorités locales, se rapprocher des autorités de chaque pavillon, se rapprocher des grosses entreprises qui vont être partenaires comme Total, FedEx, Nissan, Renault et compagnie. Donc, nous, on l'attaque tout d'abord d'une manière… on l'attaque par le réseau avant de l'attaquer par le projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a rien à proposer, on n'a rien à vendre. En revanche, on fait des connexions, on fait des contacts, on fait des petits projets pour montrer ce qu'on sait faire et on crée des relations. On crée des relations long terme, des partenariats. On a quelques marques qui vont être partenaires sur l'Expo universelle pour qui on a déjà pas mal travaillé ces 12 derniers mois. On a évoqué l'expo, on a commencé à évoquer l'expo, mais ce n'est pas du tout dans les tuyaux encore. D'accord. Et quand tu dis « on », du coup, tu as trouvé d'autres gens qui sont, pareil, venus sur place pour profiter justement de ces belles opportunités qui vont avoir lieu, ou alors tu t'es renforcé de gens qui sont un peu partout en Europe, un peu comme tu l'avais fait sur ton collectif Blank. Est-ce que tu as réussi à remonter le même schéma, du coup? Non, pas du tout, pas du tout. Non, parce que là, en fait, c'était important. Il fallait aller vite. Moi, je suis arrivé un peu tard, en fait, pour construire ça de zéro. Okay. L'expo, là, c'est quand même dans 1 an et demi. Quand je suis arrivé, c'était 3 ans avant l'expo. Ça allait être compliqué de monter quelque chose de zéro, de recruter une équipe, de se faire un nom, et ainsi de suite. Ça paraissait un peu compliqué. Donc, j'ai préféré trouver des gens, chercher des gens qui avaient des compétences complémentaires et qui avaient aussi ce projet-là, ce désir de faire des choses pour l'Expo universelle. Ok. S'entourer. Est-ce qu'il y a des moments où des choses que tu fais aujourd'hui auraient pu se passer complètement différemment en Chine? Tu sais, des fois, les personnes qui sont parties en disant « Ah, mais c'était en Chine, on aurait fait comme ça », et puis tu sais, avec un côté un peu frustrant, tu vois. Est-ce que tu le vis régulièrement ou finalement Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je regarde pas souvent en arrière avec regret. Ouais. C'est pas trop dans ma personnalité en fait. Je regarde derrière pour m'inspirer ou pour pas refaire les mêmes erreurs. Mais je me suis jamais dit j'aurais pu faire différemment en Chine. On peut toujours faire différemment au final, si on réfléchit bien.
Et, On peut et toujours alors, à faire mieux. l'inverse, mais alors à l'inverse, est-ce que tu te dis finalement, tiens, j'aurais pu partir plus tôt de Chine, j'aurais pu faire des choses différentes de Chine finalement avec le recul, changer de pays comme ça, parce que c'est ce qui fait un peu peur. Hein. Tu vois, moi personnellement, si je parle pour ma paroisse, 14 ans de Chine, ça va être difficile pour moi. Je me dis toujours, s'il fallait que je recommence à zéro, partir sur un nouveau marché, refaire tout ça, c'est difficile. Et puis finalement, j'ai discuté avec pas mal de gens qui sont passés par Shanghai. On a eu Sylvain, que tu connais aussi, qui est parti s'installer à Singapour. On a eu Antoine, qui lui est parti s'installer entre l'Inde et la France. Et finalement, on se rend compte que, bah oui, ça fait peur, le bon fait peur, mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. Est-ce que toi, tu te dis, tiens, j'aurais dû faire ça avant, finalement? Pas du tout. Ouais, Non, non, non. pas de regret. Non, non. Pas du tout. Non, non, j'ai vraiment fait ce que j'avais à faire en Chine. J'ai terminé par une très belle expérience, une très belle aventure. Euh, et Le timing est bon, quoi. Ouais. En tout cas, pour moi, ça s'est plutôt bien goupillé. Encore une fois, j'ai pris le temps de partir de Chine. Je connais des gens, je pense que tu en connais aussi, qui sont partis un petit peu trop vite et qui ont beaucoup de regrets parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir fermé leur livre ou leur chapitre Chine correctement. Ils ont l'impression, ils sont un peu frustrés, ils sont un peu parce qu'ils sont partis trop vite. Pour plein de raisons, ils se sont fait licencier de leur société, ils ont dû rentrer, ou alors problème personnel, ou alors juste sur un coup de tête, j'en ai marre des Chinois, j'en ai marre de la Chine, je m'en vais. Moi, je ne l'ai pas fait comme ça. J'ai vraiment mis 1 an à partir. Et quand je suis parti, j'étais content de partir, avec aucun regret. Est-ce que tu as eu une bucket list, des derniers trucs à faire avant de partir de Chine? En Chine, est-ce que j'ai une bucket list? Ah, mais je me gavais le plus possible de Xiaolongba, oui. Qui me manque terriblement. C'est ce qui me manque le plus aujourd'hui, en fait, c'est la gastronomie chinoise, pour tout te dire. Les Chinois aujourd'hui, est-ce qu'ils sont présents aussi sur Dubaï? Est-ce qu'eux aussi viennent profiter de l'exposition universelle? Tu les vois venir ou finalement pas trop? Alors, les Chinois sont extrêmement présents à Dubaï, puisqu'ils sont 300 000 quand même. Ah oui. Mais à l'habitude des Chinois, ils sont dans leur quartier, entre eux, avec leur restaurant, leur business. Et je t'avoue qu'on ne les croise pas trop. Comme tous les Chinatown au monde, en fait. Hein. Ils sont en complète autonomie. Ils se débrouillent, ils font pas de vagues, ils font pas de bruit. Donc, j'ai pas vraiment l'occasion d'en rencontrer, d'échanger ou même de travailler avec, au final. Pas vraiment. Je pense que eux sont à Dubaï pour plusieurs raisons. La première, c'est pour investir à Dubaï. Et la deuxième, parce que Dubaï est quand même la porte sur l'Afrique. Et c'est quand même beaucoup plus agréable de vivre à Dubaï que de vivre dans une ville en Afrique, en tout cas pour eux. Ils ont tout leur confort, ils ont tout ce qu'il faut. Et je pense qu'une grande majorité de ressortissants chinois sont à Dubaï pour ça. Alors, justement, là, on est en train de parler, tu vois, comme quoi les Chinois restent bien ensemble. Ils ont plutôt tendance, comme les Français vont le faire dans certains pays aussi. Hein. Mais c'est vrai que là, maintenant, tu es sur… autant en Chine, il y avait peut-être, je ne sais pas, 25 000 Français à Shanghai à un moment. Donc, il y a une communauté qui est assez visible et assez soudée en plus, assez fermée. Aujourd'hui, je pense que vous êtes peut-être moins nombreux à Dubaï, j'imagine. Pareil, 25 000. 25 000 aussi, d'accord. Ah bah, du coup, 25 000 pour une population de 3 millions d'habitants, oui. Ah oui, donc du coup, vous êtes bien présent aussi. Et alors, justement, en Chine, on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal, on le voit hein, à cause de la langue, à cause de la culture, on a du mal parfois à aller chercher ce que les Chinois font. En fait, on a du mal à connecter avec la partie chinoise. Et très souvent, en fait, on a l'impression que des entrepreneurs étrangers fonctionnent complètement en parallèle de la Chine, bien qu'ils partagent les mêmes rues, les mêmes buildings, les mêmes bureaux. En fait, on voit bien qu'il y a des choses qui sont très en parallèle, un peu un white noise à côté, et que finalement, c'est ça ailleurs, ils le feraient pareil. Est-ce que toi, aujourd'hui, c'est facile de travailler avec les locaux? Et puis, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup des locaux chez toi. Non, je crois qu'ils représentent 12% de la population du pays. Donc, travailler avec quasiment. Mais,
En fait, je pense qu'on ne réfléchit pas comme ça. On ne réfléchit pas à travailler avec des locaux où il y a tellement de nationalités différentes, il y a tellement de... C'est vraiment une ville et un pays très cosmopolite, qui est au carrefour un peu, enfin même géographiquement, hein, c'est un pays qui est au carrefour des continents. Et tout le monde se retrouve là pour faire du business. Okay. Je pense qu'on ne prête pas autant attention avec qui on travaille que quand on est en Chine, je pense. On travaille, moi j'ai des partenaires anglais, italiens, locaux, indiens, pakistanais, une grosse population indienne et pakistanaise. J'ai pas de... Et je me fais pas forcément la réflexion. Après, on travaille pas de la même manière avec certains pays. C'est sûr que le choc des cultures il faut toujours jongler entre plusieurs cultures, donc c'est peut-être le challenge principal. Mais on se dit pas je travaille avec un local. Enfin, en tout cas, pas pour ma part. Ouais. Alors, quand je t'entends comme ça va peut-être résonner auprès de certaines personnes qui nous écoutent. J'ai l'impression que tu décris Hong Kong, en fait. Une grosse, c'est cosmopolite, c'est un tout petit territoire où il y a plein de gens qui sont tous là pour le business. Finalement, les gens vont quand même plus parler anglais que la langue locale, que le cantonais ou alors l'arabe chez toi, je pense. Ouais, tout à fait. Tu vois, il y a ce côté des centres commerciaux à gogo. Tu vois, c'est un peu le même schéma en fait finalement. Oui, c'est peut-être un peu comme Hong Kong, sauf que je pense que c'est encore beaucoup plus cosmopolite que Hong Kong. Ouais. Il y a beaucoup plus de nationalités différentes à Dubaï qu'à Hong Kong. Et c'est une ville qui est vraiment en pleine expansion aujourd'hui, Dubaï. C'est vraiment une... Alors, l'argent ne pousse pas sur les palmiers comme le montrent certains reportages de la télé française. Loin de là, c'est très compliqué, c'est très dur. Mais en revanche, c'est vraiment bourré d'opportunités. Et pour des gens qui sont experts, qui savent travailler, qui ont envie de tout donner dans un projet, c'est le bon endroit. Ça, c'est certain. En tout cas, aujourd'hui. 2020, l'expo se termine, enfin 2021, du coup, l'expo va se terminer. Qu'est-ce que tu as prévu après? Tu vas rester encore un moment à Dubaï, tu veux rentrer en France, tu veux passer à autre chose. Si on se reparle dans 3-5 ans, on se dit quoi? On se dit, viens boire le café. Si on se reparle dans 3 ans ou 5 ans, écoute, c'est un peu difficile à dire. En tout cas, moi, j'ai un désir de rentrer en France, de rentrer chez moi, de rentrer à Lyon. Même si je voyagerai toujours pour des raisons professionnelles, j'ai envie d'ici 2020, fin 2020, 2021, de commencer à poser un peu les valises en France. Ouais. Là, tu as déjà l'occasion de rentrer, de rentrer régulièrement, donc il y a déjà un vrai lien qui se crée. Oui, tout à fait. Je passe déjà maintenant, l'année dernière, je crois que j'ai passé 3 mois et demi ou 4 mois en France, cumulé. D'accord. Donc l'année prochaine, ce sera 6 mois, et puis au fur et à mesure, je vais basculer vers... mais je travaillerai toujours avec l'international, ça c'est évident. Comment tu continues à te former en fait? Comment justement, quand tu es à cheval sur plusieurs choses, là aujourd'hui tu touches à une nouvelle culture, comment tu fais pour continuer à... Tu vois, on l'a vu quand tu étais en Chine, tu t'es vraiment créé une spécialisation, une spécialité, une expertise dans le digital, dans le branding, et tu as vraiment réussi à te créer ça. Finalement, comment tu réussis à accompagner ce besoin de t'améliorer? Comment tu fais aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui, c'est par des rencontres, des opportunités. En fait, j'ai toujours, dans toutes mes expériences professionnelles, je me suis toujours servi de ce que j'avais appris avant pour apprendre quelque chose de nouveau. Ouais. Donc, quand j'ai choisi le marketing, le branding, d'abord, j'ai appris les fondamentaux du marketing et du branding, mais par expérience professionnelle. Hein. Ouais. Ensuite, en fait, j'ai commencé à être très mal payé, à faire des stages et à un peu galérer. Et au fur et à mesure, j'ai acquis des compétences, j'ai grimpé comme ça. Et donc, à chaque fois, j'essaie de combler ou d'ajouter une corde à mon arc dans mon industrie.
Ouais, tout simplement. Et rencontres. Il y a des projets que je prends. Je ne sais pas du tout comment je vais les gérer, mais je les prends. Et de toute façon, si j'y suis arrivé avant, j'y arriverai encore. Je crois que Ça, c'est Richard Branson qui disait ça, je crois d'ailleurs. mais ça, Si c'est pas c'est pas un peu le côté à la chinoise. Enfin, en tout cas, on l'a tous vécu. peut-être, On l'a vendu. peut-être. Maintenant, il faut le faire. Ah, on ne sait pas comment on va faire, mais bon, on l'a déjà vendu, donc il va falloir réaliser. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que si on ne sait pas le faire, il y a forcément quelqu'un qui sait le faire. Il faut connaître cette personne, il faut avoir la capacité de partager aussi. Il ne faut pas tout garder pour soi. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut s'entourer. Là, j'ai un projet, un simulateur à faire sur les énergies. Je n'y connais strictement rien. On a un peu de temps devant nous pour réaliser ce projet, donc on va s'entourer d'experts, de bonnes personnes. On va trouver le moyen pour répondre à l'offre, bien sûr. Mais tu vois, ça, Pour répondre à la demande, pardon. je pense que c'est un point qui est important. Aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, en fait, certaines sociétés qui vont venir faire confiance à soit un entrepreneur, un freelancer ou autre, c'est souvent sur sa capacité à pouvoir résoudre un problème. C'est pas forcément à connaître la réponse déjà. En fait, ils viennent pas acheter une réponse qui est déjà toute faite. C'est de se dire, bon, bah, cette personne-là, elle devrait avoir la capacité de pouvoir creuser et d'aller certainement se rapprocher de la solution la plus adaptée, en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Non, ça. Tout à fait. Il y a des entreprises qui sont monoproduits ou monoservices. Nous, c'est pas le cas, et c'est vraiment ce qu'on essaie de pousser. Ouais. Quand on a un client qui nous dit je veux comme ce que vous avez fait l'année dernière pour ce client, on lui dit non, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose de nouveau. Il faut s'adapter à votre marque, votre produit, votre stratégie, votre vision, votre mission, et il faut faire quelque chose de différent pour qu'il y ait plus d'impact, tout simplement. Ça coûte pas plus cher au final. Non, C'est juste que dans certaines cultures, il y a les gens, notamment les Chinois, les gens aiment être rassurés, aiment voir quelque chose pour être rassurés. Et ils sont très peu preneurs de risques. En tout cas, sur le sujet de l'innovation, notamment. Il faut d'abord que ça ait marché pour le concurrent, et ensuite, si ça a marché pour lui, ça veut dire que ça marchera pour moi, donc je veux ça. Nous, aujourd'hui, on essaye de se sortir de ça. C'est ce que j'ai fait en Chine, ça pendant 4-5 ans, à dupliquer, à adapter, même des fois, on nous demandait de copier complètement des choses que le client avait vues sur Internet. On essayait de faire le moins possible. Et aujourd'hui, avec l'expertise qu'on a, on arrive vraiment à convaincre le client de partir un peu dans l'inconnu et de faire quelque chose de complètement nouveau et différent. D'accord. Alors, il y a plein de choses qui vont se passer pour toi dans les mois qui viennent. La meilleure manière pour les gens de te suivre et de voir un petit peu ce qui va se passer ou de prendre contact avec toi, c'est au-delà de LinkedIn, est-ce qu'il y a un lien vers lesquels on pourrait les renvoyer? Venez à Dubaï, écoutez. Il n'y a pas de lien encore aujourd'hui, parce qu'on est en train de terminer notre offre sur Internet. On peut me contacter via la French Tech. Alors justement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On est copains de French Tech. Tout à fait. Toi, tu es collègue. Du coup, quel est ton rôle aujourd'hui à la French Tech à Dubaï et à quoi elle ressemble la French Tech à Dubaï? Aujourd'hui, je préside l'association French Tech de la ville de Dubaï. D'accord. Merci. On est une petite équipe de 4 personnes dans la core team et entourée de membres et de partenaires. Donc, nous, en partenaire, on a beaucoup les institutions françaises. Donc, on a le consulat, l'ambassade qui sont très, très actifs, très présents. La chambre de commerce également. Business France, bien évidemment, qui sont nos partenaires inconditionnels et qui nous aident dans toutes nos entreprises. La French Tech Dubaï est vraiment, vraiment différente de toutes les autres, je pense, puisqu'on a très peu de membres entrepreneurs, en fait. Parce que l'écosystème de la ville n'est pas encore… la ville n'est pas encore une terre d'asile d'entrepreneurs, comme pourrait l'être Shanghai ou comme pourrait l'être New York ou en Californie. Ouais. Je ne sais pas combien vous avez de membres. Vous avez combien de membres à Shanghai ?
Alors, nous, au niveau de la core team, si Tu le on sais? l'appelle comme ça, on est une grosse quinzaine à être vraiment impliqués dans les opérations. Et c'est Ok. pareil que toi. En fait, c'est vrai que, alors ça fait partie de l'évolution de la French Tech, de la nouvelle version, ce qu'on appelle la V2, euh, Mhm. où en effet, il faut que ce soit des entrepreneurs qui représentent la French Tech localement. Et il faut qu'il y ait Ouais, un certain pourcentage, un certain ratio en fait d'entrepreneurs et pas que des corporates. Euh, tout à fait. et ce que je comprends. Mais après, c'est vrai que nous, bon, après, c'est Shanghai, donc c'est différent. Il y a plus d'entrepreneurs, il y a plus de choses. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a, donc vous êtes une quinzaine à animer le réseau et vous couvrez du coup combien de, de membres? Alors, Quel nous, est en fait, votre… en termes de membres, en Chine, on utilise WeChat. Donc, en fait, on évalue ça par le nombre de personnes qui sont dans les groupes groupes WeChat. Ouais, Un groupe étant limité à 500 personnes, on est obligé ouais. d'avoir plusieurs groupes. Donc, aujourd'hui, on est à peu près 1000 personnes qui ont été identifiées. On est justement en train de faire le nettoyage parce que des gens partent, mais ne s'enlèvent pas des groupes, etc., etc. Donc, en fait, on est en train de faire vraiment le nettoyage pour essayer d'assainir au maximum. Bien sûr. Aujourd'hui, Donc voilà, tu vois. vas-y, pardon. Non, vas-y, excuse-moi. T'as pas Non, fini. aujourd'hui, au niveau des events, en fait, on le voit bien, et c'est peut-être là où ça a encore plus d'importance, au niveau du reach, en fait, de l'audience en fait, qu'on va avoir, c'est que chaque événement qu'on va organiser à Shanghai, on a facilement 50-80 personnes, sans aucun problème. Un événement organisé par la French Tech, on en fait au moins 2 par mois. Euh, Mhm. voilà, on Ouais, va remplir la salle. Si on a fixé 80 personnes, on aura 80 personnes. Donc, on voit d'accord. qu'aujourd'hui, alors, et c'est là où en fait la définition de qu'est-ce qu'un membre, elle devient différente, puisqu'en fait, on fait tout en anglais, et donc on a vraiment comme ambition d'avoir beaucoup plus de personnes qui ne soient pas françaises, qui viennent Mhm. profiter de ce que la French Tech peut faire au niveau des événements pour mettre en avant les startups françaises, les entrepreneurs français ou les sociétés de tech françaises. Donc, c'est comme Mhm. ça qu'on fonctionne. D'accord. Oui, donc nous, c'est un petit peu différent. On est beaucoup plus petit hein, Oui, dans nos groupes. Donc nous, on l'identifie par les gens enregistrés sur notre newsletter, par exemple. voilà, OK. Aujourd'hui, c'est 215 personnes. Mhm. Et quand on fait un événement, on est 60. D'accord, Voilà. d'accord, Et on fait un événement par mois. Voilà. Et on fait en français. Communication en anglais, mais nos événements sont en français. d'accord. Euh, donc, voilà, c'est juste pour montrer que l'écosystème est vraiment différent. Oui. Je crois que chez nous, de mémoire, des startups identifiées, donc identifiées parce qu'elles sont enregistrées notamment sur le Mhm. site lespépitestech.com, Mhm. on en a 31. OK. C'est peu. Ouais. Voilà. Alors, nous, au niveau de Shanghai, on a passé la barre des 45 Mhm. sur Shanghai. Ah, Là-dessus, du coup, je parle pas de Pékin, Shenzhen. Alors, Shenzhen, Hong Kong, c'est un peu la même French Tech aujourd'hui. Alors, comme tu le mhm. sais, aujourd'hui, en fait, tous ces hubs-là sont encore en cours de validation. Il y a encore les dossiers n'ont pas tous été validés. Je crois que la Mhm. réponse doit tomber cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, on va savoir Mhm. qui reste enfin quel hub reste et quel hub disparaissent, on Mhm. va dire, je pense. Mais c'est normal, il fallait un peu nettoyer tout ça. Vous, il va y avoir un enjeu assez important puisque voilà, avec les mois qui viennent, l'expo qui arrive, en effet, vous allez gagner en visibilité assez rapidement, je pense. Ah oui, complètement, complètement. Nous, on a vraiment une grosse carte à jouer Ouais. pour la visibilité de l'écosystème de l'entrepreneuriat français. C'est pour ça qu'on travaille vraiment étroitement pour le coup, avec le gouvernement français, donc avec l'ambassade et le consulat. Euh, on espère avoir une visibilité dans le pavillon français, par exemple, Ok. ce qui serait vraiment génial. Et on travaille aussi énormément avec le gouvernement local. Peut-être contrairement à vous, c'est-à-dire que nous, on est en relation avec des ministères locaux qui sont à la recherche de contenu, de savoir-faire, d'expertise, et qui tapent dans les startups françaises. Donc, on fait notre boulot, c'est vraiment de faire le relais. Euh, et pour ce fait, en fait, le gouvernement local nous a offert un bureau dans les Emirates Tower, qui sont les deux tours emblématiques de Dubaï. On aura donc une présence physique, un bureau qui sera labellisé French Tech et qui servira de coworking space, qui servira aussi pour faire des réunions, pour accueillir les Français, les entrepreneurs. D'accord. Donc, ils ont vraiment une volonté de nous aider parce que derrière, ils peuvent récupérer donc
ces innovations, ce savoir-faire et pourquoi pas les incuber, les accélérer, les intégrer et ainsi de suite. Donc, on est vraiment sur un schéma, nous, où on travaille très étroitement avec le gouvernement local. Excellent. Oui. Ça, c'est les points Passionnant. intéressants. On mettra tous les liens, justement. Vous avez une page Facebook, vous avez plusieurs choses. Tout à fait. Donc, on mettra les liens dans l'article qui va illustrer cet épisode, c'est sûr. Moi, j'ai une dernière question à te poser qui me chauffe depuis le début. 3 ans que tu es parti, comment tu fais sans WeChat? Comment WeChat Payment? C'est l'enfer. C'est l'enfer, Greg. C'est l'enfer. Mais même les gens là-bas, les gens à Dubaï ne font pas de groupe WhatsApp. Ah non, on ne peut pas. Ouais, c'est l'enfer. Comment tu utilises? Non, c'est ça, des billets? Ça existe? La carte plastique. Alors non. Alors pour le coup, à Dubaï, on a vraiment des services qui se rapprochent très étroitement de ce qui peut se faire en Chine. On a beaucoup d'applis qui sont proposées par le gouvernement. On a notamment une application qui s'appelle My Dubai, où dedans on peut tout payer. Donc tous les services gouvernementaux, publics, on peut les payer à travers cette application. On peut payer nos amendes, nos amendes de voiture, on peut payer notre électricité, notre gaz, on peut payer vraiment tout ce qui. Donc tout ça, c'est centralisé. Tous les services de toutes les entités du gouvernement sont centralisés dans une application. Et donc lié à ton compte en banque. Et donc lié directement avec le compte en banque. Donc, après, ça tous passe les pas magasins. par un wallet, en fait, pour être clair. Non. Rien ne passe par un wallet. Tous les magasins, mais vraiment tous, on propose Apple Pay et Google Pay. Tous. Ah, d'accord. Donc, on retrouve un petit peu. La seule chose qu'on n'a pas encore, c'est de pouvoir envoyer 100 balles à un contact en 2 clics. C'est la seule chose. Ça, c'est sûr que la Chine, ils ont bien travaillé là-dessus depuis un moment. C'est pratique. Ouais, vraiment. Même si Dubaï arrive à ces choses-là aussi. Ouais, on y arrive. Ouais. Si en plus tu me dis qu'il y a une vraie volonté de devenir paperless d'ici 2 ans, tout ça va dans cette logique-là aussi. Il faut faciliter, accélérer. Tout à fait. Oui, aujourd'hui, on a tout en ligne. Et tout, en fait, comme c'est un pays qui est nouveau, un gouvernement qui s'est construit, mais qui est quand même assez récent. Ils sont très proches les uns des autres et donc ils ont tous une même volonté. Ils suivent tous la même direction. Et donc, si il y en a un qui dit je veux qu'on n'ait plus de papier, ils vont tous s'aligner, ils vont tous faire en sorte, ils vont tous se mettre en commun, discuter ensemble pour réaliser ce projet. Tu vois, ça c'est aussi bien la Chine. La Chine, elle dit tout à fait. Tu vois, s'il disait d'ici 2021, il n'y a plus de papier, la note, le mémo, il est passé sur le bureau de tout le monde lundi à 9h et c'est fait, quoi. Et il y a un pays d'1,5 milliard. Il n'y a pas de Et il n'y a pas de discussion, quoi. Enfin, c'est comme ça. Il n'y a pas de discussion, c'est clair. Alors, justement, si on parle des gros, les Tencent, Alibaba, tu les vois là-bas? Ou ils sont assez discrets? Non, pas trop. Ouais. Pas trop, non. Là-bas, on a Amazon qui est très présent, Uber qui est très présent, mais il n'y a pas on n'a pas de géant chinois encore. Pas encore. Je pense que pour la Chine, c'est un tout petit marché. Oui. Ils ont de plus gros chats à fouetter avant. En France, mais ils y sont de manière avec des investissements différents, des choses peut-être un peu plus, tu vois, undercover, sur des investissements un peu particuliers, mais moins visibles comme on peut les avoir ici en Chine ou même en Asie du Sud-Est où ils commencent à être. Oui, ils se développent, bien sûr. Ok, super. Romain, je pense que nous, on a l'habitude de discuter, on va passer d'un sujet à un autre, des curiosités dans tous les cas. Je suis bien content de t'avoir reçu sur cet épisode. Je pense qu'on a touché pas mal de choses. Moi, j'aurais plaisir à te retrouver dans un prochain passage à Lyon où je pense qu'on arrivera à se caler un petit bouchon comme on l'a fait la dernière fois à l'épreuve de Noël. C'était super. Avec plaisir. Dans 3-5 ans. Peut-être un petit peu avant. Dans tous les cas, merci beaucoup de ton temps. Je pense que c'était très intéressant. Comme je te le disais, je vais mettre tous les liens qui vont aller avec les pages qui pourraient être intéressantes pour des personnes qui nous écoutent sur l'article. Et puis, je te remercie encore une fois. Puis bonne chance pour tes projets. Merci à toi, Greg. À très bientôt. Voilà, j'espère que cette interview avec Romain Hostal vous a plu.
En tout cas, moi j'ai passé un bon moment. Dites-le lui, vous allez retrouver toutes les coordonnées le concernant dans l'article qui va avec cet épisode. Donc n'hésitez pas à lui laisser des commentaires, à lui poser des questions, à aussi venir peut-être compléter des éléments qu'il a pu partager ou essayer d'en savoir un petit peu plus. En ce qui me concerne, dites-moi si vous avez aimé cet épisode, si c'était intéressant ou pas, comment on pourra améliorer les choses, et parlez-en autour de vous, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui travaillent sur ces sujets dans votre entourage et qui pourrait être très intéressant pour eux de pouvoir rentrer en contact avec quelqu'un comme Romain. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode de Backstage.